Salam à tous les amis, bienvenue sur FrenchPL pour cette vidéo bilan pré-saison de Chelsea. Malheureusement c'est déjà la dernière vidéo bilan pré-saison après celle de United, puisque je voulais faire celle de Liverpool, mais malheureusement j'ai pas réussi à avoir le compte Liverpool France. Et malheureusement, j'ai pas vu assez de matchs de Liverpool pendant la pré-saison. Donc je suis pas légitime de venir vous parler de comment les gens ils ont joué, du niveau des joueurs, etc. Donc malheureusement, il y aura plus de vidéos bilan pré-saison parce que c'est pas non plus le truc. Après, on va vite passer à autre chose. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres contenus très intéressants. En tout cas, c'est la dernière vidéo bilan pré-saison. Cette vidéo va se découper en deux grandes parties. La première, je suis seul devant la caméra et je vous fais une énième analyse Maresco-tactique où on va un peu faire le sommaire de tout ce qu'on a dit depuis ces dernières semaines sur le Chelsea de Maresca. Ensuite, en deuxième partie, je vais avoir un invité, comme on avait eu dans la première vidéo bilan de United, où j'avais un invité mancunien. Et là, j'ai invité Bilal de la chaîne Football Garden, pour tout simplement, on va faire ensemble une tier list pour classer cette fois-ci les joueurs. Mais on finira quand même la vidéo avec son avis à lui, à Bilal, du coup, sur Maresca. Et on verra s'il rejoint mon sentiment ou pas. Juste avant de plonger dans la première partie de la vidéo, je vous rappelle qu'il faut liker, c'est très important. Merci à tous ceux qui le font, ça aide la chaîne à grandir. Et je vous rappelle aussi que j'ai lancé un jeu concours pour faire gagner 2 maillots de foot qu'on a lancé sur Instagram et TikTok avec le frérot Kevin. Je vous mets le trailer du jeu concours juste là et après on démarre directement avec cette première partie de la vidéo. Sur cette première partie, on va essayer d'être efficace et concis puisque si vous avez vu toutes ces vidéos précédentes, vous savez pertinemment tout ce qu'il y a à savoir sur la technique et sur la tactique de Maresca. On a épluché le sujet en long, en large, en travers, j'ai donné mon avis, mes solutions et on a vu surtout que le match de l'Inter, parce que en fait cette première partie-là est tournée après l'Inter. La deuxième partie, avec le frérot Bilal, a été tournée juste avant. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Mais ici, on a vu le match de l'Inter et clairement, on a vu qu'il y a eu un changement tactique, comme on a vu dans le dernier débrief. Et je vais le prendre en compte dans mon bilan, évidemment, parce qu'il y a un bilan avant ce match et il y a le bilan finalement du match de l'Inter qui correspond plus ou moins au débrief. Pour résumer tout ce qu'on a vu durant la tournée aux États-Unis, je vais rassembler ça en des points positifs et négatifs. On va commencer par les points positifs. Malheureusement, ça va aller très très vite. On va dire que le premier point positif, c'est que les joueurs apprécient le coach et apprécient sa manière de fonctionner, de s'entraîner, etc. On a eu plusieurs joueurs qui ont déclaré en interview qu'ils kiffaient. C'est clairement un point positif. Deuxième et déjà dernier point positif, c'est un plan de jeu clair, on va dire. Il y a deux principes de base très importants pour Maresca. Le premier, c'est la construction avec donc 3 défenseurs centraux et un double pivot très resserré devant. On a ces 5-là qui vont constituer la base de la construction du build-up chez Maresca. Évidemment, idéalement, il préfère que ce double pivot soit composé d'un latéral inversé. On a vu que pour l'Inter, il a changé un peu son fusil d'épaule. Si vous voulez plus de détails, évidemment, il faudra aller voir le débrief de l'Inter. Mais grosso modo, on est sur une construction en 3-2. Deuxième précepte très important, c'est la progression du jeu. On a vu la construction et maintenant la progression, qui repose essentiellement sur les 2-8 très offensifs, qui vont constamment venir décrocher pour proposer des solutions, des triangles, chercher le troisième homme et chercher des lignes de passe pour faire progresser le jeu. Donc le fait qu'on ait des numéros 8 très offensifs et très libres, pour moi c'est ultra positif parce que dans l'effectif on a clairement des joueurs qui répondent à ce rôle. On passe au point négatif maintenant et on va commencer avec le mauvais profilage de Enzo et Gusto. En effet, je trouve qu'il a mal cerné le profil de ces deux joueurs. Rappelez-vous dans la vidéo Maresca Ball, c'était déjà une grosse question qu'on se posait. Comment il va profiler, comment il va comprendre les qualités d'Enzo Fernandez, du coup Maresca. Et la réponse c'est que pour moi, il se trompe, comme Pochettino s'était trompé, en voulant mettre Enzo trop haut, en lui donnant ce rôle de 8. Et on va voir après pourquoi c'est un problème. Mais il y a aussi Gusto. On commence par Gusto parce que c'est le plus simple.
Et on l'a vu par rapport à l'Inter. En fait, je râle, hein, je râle beaucoup ces dernières semaines, mais à juste titre. Parce que je râle dans le sens où on perdait les principales qualités de Gusto, donc des doublés sur son couloir, sa qualité de centre, pied droit, etc. Tout ce qu'on perdait dans le système sur les 5 premiers matchs de la saison. Et le match de l'Inter, bah voilà, changement de système, changement de rôle, Gusto revient sur le couloir droit et Gusto fait un match de fou et on crée beaucoup d'occasions, on est dangereux, etc. Donc pour moi c'est un point négatif, en tout cas jusqu'à l'Inter, et j'espère du coup qu'il a retenu la leçon, clairement. Ensuite pour Fernandez, on a les mêmes problèmes qu'avec Poch. Tout ce qu'on a vu d'Enzo pour l'instant en 8, ça illustre parfaitement ce que je vous disais dans la vidéo Maresca Ball, quand j'expliquais que Enzo n'a pas les qualités pour jouer à ce poste. Dans la vidéo, j'expliquais par exemple qu'un joueur très haut sur le terrain va être amené à s'engouffrer dans les espaces de temps en temps, et pour ça, il faut déjà avoir l'instinct pour le faire, mais aussi les qualités d'accélération. Deux choses que Enzo n'a pas. On le voit ici, il n'a pas l'instinct de proposer dans l'espace, mais va plutôt se positionner en soutien. Parce que c'est ça Enzo, son jeu, le soutien. Pareil ici, dans une zone dangereuse évidente, il va pas y aller, il va forcer Madueke à aller sur son pied droit. Alors que s'il prend l'espace, soit Madueke le sert est un ballon dangereux à négocier, soit Madueke se sert de l'appel pour venir sur son pied gauche, son bon pied, et frapper au but. La grosse différence avec Nkunku par exemple, qui est fait pour ce poste de numéro 8 offensif, même quand il reçoit le ballon bas sur le terrain, il va avoir l'instinct et la capacité d'accélération pour remonter tout le terrain balle au pied et servir le numéro 9. On le sait tous, Enzo Fernandez n'est pas capable de faire ça, du moins pas régulièrement, alors que dans l'effectif, tu as plusieurs joueurs qui sont capables de le faire. Tu as donc Nkunku, Palmer, Kieran Dewsbury Hall, tu avais Gallagher, tu as Casadei, Chukwuemeka, enfin il y a vraiment beaucoup de joueurs qui peuvent faire ce rôle de numéro 8 offensif, mais pour moi pas Enzo. Donc en bilan de la pré-saison, je dirais que si Maresca nous remet Enzo Fernandez en 8 haut sur le terrain, clairement, je vais l'attaquer très très fort parce que pour moi, ce serait une faute professionnelle du même niveau que Poch a pu le faire auparavant avec d'autres joueurs. Clairement, à un moment donné, s'il vous plaît, mettez Enzo dans sa meilleure position. Si on veut qu'il retrouve son niveau, parce que Enzo, quand il est bien utilisé, c'est un joueur qui est au-dessus du lot. Ça fait depuis combien de temps qu'on n'a pas vu Enzo Fernandez au-dessus du lot? C'est tout simplement parce qu'on a eu deux coachs pour l'instant qui ne l'utilisent pas bien. Autre point négatif pour moi, c'est l'équilibre défensif. Même si pour moi, ici, les torts sont partagés. En effet, les joueurs eux-mêmes ont fait beaucoup d'erreurs individuelles. Tout ce que vous voyez là, c'était des buts derrière, suite à des pertes de balles assez évitables. Il y a aussi le problème de cette ligne défensive haute qui se fait avoir trop souvent dans le dos et en pelle, ça va être fatal. Et pour moi, le principal aspect qui peut aider en premier lieu cette défense à aller mieux, c'est mon troisième point négatif, c'est la condition physique. Par exemple, sur cette action-là, on voit bien que la défense est certes haute, mais ce qui va très très fortement pénaliser les joueurs, c'est qu'ils sont incapables d'accélérer à haute intensité. Donc derrière, tu manges des actions nettes. Si les joueurs étaient au top physiquement, déjà les courses de repli seraient plus efficaces. Durant la pré-saison, dès qu'un défenseur de Chelsea courait, t'as l'impression qu'il avait un sac à dos rempli de pierres dans son dos. De plus, quand physiquement ça ira mieux, on pourra aussi effectuer un pressing et un contre-pressing plus efficaces. Parce que le pressing et contre-pressing, c'est clairement ce qu'on n'a pas vu du tout durant cette pré-saison. On a vu certains joueurs presser, mais c'était pas du tout coordonné parce que les joueurs physiquement, de toute façon, ne pouvaient pas le faire. Et quand on pourra faire un pressing et un contre-pressing plus efficace, on va pouvoir plus étouffer l'adversaire et l'adversaire sera moins dans un fauteuil, il pourra moins facilement, justement, nous faire ces ballons dangereux dans le dos qui nous font très très mal. Il faudra faire un peu comme Liverpool de Klopp et de Slot aussi, qui le fait très bien apparemment, c'est que tu les agresses pour pas qu'ils puissent, hop, se retourner, boum, toi tu pars, je te sers normal, et vu que j'ai le temps, je te mets un super ballon, et derrière c'est compliqué. Il y aura un gros boulot physique, ça c'est vraiment primordial pour moi, surtout quand tu vas affronter City dès le début, et la première ligue de façon générale, c'est très physique. Bon voilà, j'ai fait le tour de mes points positifs et négatifs par rapport au Chelsea de Maresca durant cette pré-saison-là. Je vais pas m'étaler plus parce que évidemment toutes les vidéos tactiques qu'on a fait avant ça sont clairement encore d'actualité. Vraiment, allez toutes les voir si vous voulez avoir un avis vraiment global, il y a eu beaucoup de taf de fait sur ces vidéos-là. Allez, on passe à la deuxième partie de la vidéo avec Bilal. N'oubliez pas de liker pour ceux qui ne l'ont pas fait. À tout de suite. Les amis, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo et j'accueille Bilal de la chaîne Football Garden. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très très bien frérot. On est posé tranquillement et on va faire un très très bonne tier list.
Une tier list ouais, de la pré-saison de Chelsea. Donc au moment où on tourne ça, c'est juste avant le match de l'Inter. Donc il ne sera pas pris en compte pour cette tier list-là. Pour ceux qui ont vu la vidéo avec le frérot Mehdi de l'Académie MUFC pour United, on a donc 4 catégories. Flop, ensuite des catégories nuancées, on va dire. Il y a inquiétant et encourageant. Et ensuite, on a top. Est-ce que tu es chaud, frère? Moi, c'est bon, je suis parti, hein. On y est, c'est bon. On est parti. Donc, nous, on va classer 15 joueurs en tout. On ne perd pas plus de temps. On est parti. On commence par les flops. Vas-y. Alors, en flop, j'ai Colwill. J'ai évidemment l'immense Benoît Badiachil, hein, qui lui est tout en bas des flops. Et Moudric. Et Moudric. OK. Donc, j'ai 3 flops similaires à toi. Moi, j'en ai rajouté un quatrième. Donc, toi, tu l'as, je pense, peut-être mis un cran au-dessus. J'espère pas 2 crans au-dessus parce que sinon, ce serait grave. On verra ça. Donc, moi, j'ai Moudric également aussi en flop. Badiachil, Colwill et j'ai rajouté Fofana. Wesley Fofana. Ok. Alors, évidemment, le flop de Fofana est sévère puisqu'il n'a pas joué depuis 1 an et demi. Évidemment, il revient, etc. Mais en tout cas, pour Colwill, Badiachil et Moudric, on est d'accord, c'est totalement mérité. Ah non, mérité 100%. 100%. Surtout Colwill. Colwill, c'est celui qui me choque le plus parmi les trois parce que il est censé être bon en fait. Il est censé nous apporter quelque chose défensivement et il ne fait rien. Il ne fait rien. Franchement, j'ai revu ta vidéo en plus récemment. Le match, c'est contre le Real où Ouais. il partir l'attaquant et il le regarde comme ça, tranquille. On dirait qu'il a 40 piges, le frère. Il a couru comme s'il avait 40 piges. Laisse tomber. Non, c'est inquiétant parce que comme tu dis, en fait, quand on est en début de saison et on commence à faire nos 11 types et tout, etc., on est hypé et on met Colwill titulaire tous. On se dit, ben ouais, défenseur central gauche, Colwill en fait. Ouais. Et en fait, son niveau, je trouve qu'il est décevant. Déjà, la saison passée, il a été décevant, même quand il a joué. C'était pas toujours bon. Donc, il n'est pas au niveau qu'il a eu à Brighton, qui était quand même assez intéressant avec et sans ballon. Là, j'ai un peu peur de ses prestations. Évidemment, déjà, là où je suis un peu nuancé, c'est que tu vois que physiquement, il n'est pas là du tout déjà. Et pour Ouais. moi, physiquement, c'est le premier attribut. Je veux dire, si physiquement, tu n'es pas là, tes performances, forcément, vont en pâtir. Donc, on verra quand il aura pris le rythme physique. Mais pour l'instant, physiquement, il n'est pas là. Donc, ses matchs sont éclatés. Ah, Au niveau de Badiachil, c'est à peu près le même constat. Bon, lui, lui, ça fait 1 an déjà. Ah, mais lui, ça fait 1 an déjà. Lui, on est juste habitué en fait. C'est juste que peut-être on s'est dit, sur un malentendu, nouveau coach, nouveau départ, Rudiger sous Tuchel, on sait jamais. On sait Moi, jamais. j'ai pas cru. Mais là, ah non, là, il y a zéro espoir, hein. Franchement, c'est le même Badiachil que l'année dernière. Le même. C'est ça, c'est ça. Et moi, en fait, de ce que j'ai vu de lui, en fait, j'ai pas d'espoir. Tu sais, il y a des joueurs, des fois, tu dis, ils sont mauvais, mais tu as des circonstances, des fois. Mais Badiachil, je vois un mauvais footballeur. Je Ah, vois un mauvais footballeur. il est nul au foot. Je te jure qu'il est nul au foot. Il est trop Vraiment. nul. Ouah. Genre, si demain j'ai un five, j'ai 15 potes meilleurs que Badiachil. C'est une dinguerie. Je le prends pas, Badiachil, en fait. Je le prends pas. Tu vois. Donc, c'est une dinguerie. En plus, en commun, on a Moudric. Ouais. Que veux-tu dire de Moudric? Bah, ce que je vais dire, c'est qu'il y a Pedro Neto qui arrive et Alhamdoulilah. Alhamdulillah. 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 Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'aurais pas mieux dit. J'aurais pas mieux dit. C'est une dinguerie. Loué soit le Seigneur, vraiment. Hein, parce que là, sinon, on allait vraiment trop prendre cher cette saison avec un Modric qui a beaucoup de temps de jeu. L'arrivée de Pedro Neto va faire beaucoup de bien. Tu en as déjà parlé sur ta chaîne, donc vous pouvez aller la voir, la vidéo, évidemment, sa vidéo réaction suite à la signature. C'est hyper intéressant, en tout cas, comme arrivée, l'arrivée de Neto. Parce que sur les ailiers, ouais, c'était pas la folie. On retrouve Modric dans les flops. Moi, personnellement, j'ai rajouté donc Fofana. En fait, Fofana, c'est simple. Je le mets au même niveau que Badiachil et Colwill. Ils ont mal défendu. Ils ont mal défendu. Comme je l'ai dit, c'est d'abord physique. En tout cas, pour Colwill et Fofana, c'est clairement d'abord physique. Tu vois que les deux, ils sont pas fit comme il faut. Donc, ce serait bien que ça arrive vite, par contre, parce que City, c'est déjà la semaine prochaine. Ouais, non, mais C'est déjà la semaine prochaine. La meilleure équipe du monde, en tout cas du pays. Donc, ça peut être compliqué. J'imagine que pour toi, Fofana, il est un cran dessus dans inquiétant, c'est ça? exactement. Ouais. Ok, je te laisse faire la transition. Alors, du coup, inquiétant, bah, j'ai 3 joueurs aussi. J'ai Rhys James. On en reparlera pourquoi je le mets là après. Mais Rhys James, Wesley Fofana, du coup, et Raheem Sterling. Ok, ok. Moi, dans inquiétant, je vais avoir du coup Tozin. Ok. Sévère, mais je l'ai mis quand même dans inquiétant. J'ai Sterling aussi comme toi.
Et j'ai mis Enzo Fernandez, que toi, tu as refusé de noter pour des raisons extrasportives. On respecte ça, il n'y a pas de souci. Du coup, on a en commun Sterling. Déjà, je te laisse développer sur lui. Bah écoute, Sterling, on va dire qu'il a de la chance, c'est qu'il arrive quand même à stater à peu près souvent, tu vois. Et c'est ce qui lui permet de pas être dans le flop, parce qu'honnêtement, il vaut pas mieux que Mudryk. Il vaut pas mieux que Mudryk à gauche, juste que voilà, il a mis un ou deux buts, je crois, il a claqué une petite passe D ou deux, voilà. Il a provoqué un penalty et il a mis sa reprise de volée là sur le centre de Madueke. Voilà. Non, mais clairement, il n'y a que ça en fait. Mais au final, c'est mieux que Mudryk. C'est ça en fait. Ça veut pas être pire que Mudryk de toute manière, mais c'est mieux que Mudryk. Et encore une fois, heureusement que Pedro Neto arrive, il va régler quelques soucis à gauche. Là, va pas falloir être asthmatique, hein. Ah, le passage Modric-Sterling à Neto, waouh. Ah ouais, j'avoue. Mais ouais, Sterling, en fait, le bilan de la pré-saison sur ces deux îles-là, entre Mudryk et Sterling, c'est le même que la saison précédente, c'est-à-dire que les deux sont éclatés, mais Sterling fait plus de stats. Ouais. C'est le même constat là sur la pré-saison. Sterling, même s'il est nul, il va toujours réussir à stater un minimum. Et voilà, c'est clairement le constat. T'avais deux autres noms en inquiétant? Ouais, exactement. J'en ai deux autres. J'ai Rhys James? James et Ouais. Wesley Fofana. Bon, je vais commencer par Fofana, vu que tu en as déjà parlé. Moi, si je le mets dans inquiétant, c'est juste parce que voilà, il a circonstances atténuantes. Il n'a pas joué l'année dernière. Ça fait un an et quelques qu'il n'a pas touché un ballon de football, clairement. Donc, moi, je lui laisse du temps. Et aussi parce que dans mon cœur, voilà. Ça, c'est très subjectif, mais dans mon cœur, voilà, Fofana, bon, voilà. Mais c'est pour ça que je le mets que dans inquiétant. Mais c'est vrai qu'il mériterait d'être dans flop quand on regarde les Il est dans performances. le cœur. Il est dans le cœur, mais il a été bien nul, hein. Nul. Il a été très très nul, franchement. Mais si je le mets un cran au-dessus, c'est juste parce que voilà, circonstances atténuantes. Et Rhys James, venons-en à Rhys James. Alors, à la base, si on regarde les matchs de sa pré-saison, tout va bien. Tout va bien. Franchement, moi, je le mets un cran au-dessus et tout. Mais je pense que tu as vu hier. Tu as vu hier ce qui est tombé. Voilà, moi je ne peux plus, je n'en peux plus de Rhys James, je n'en peux plus. Voilà, je vous le dis, je fais une lettre à cœur ouvert, je n'en peux plus de Rhys James. Ça fait combien de blessures à l'ischio là? Ça fait combien de blessures à l'ischio? 6, 7, 8, je sais même plus. Ça fait 2 ans que non-stop il se blesse à l'ischio. Je suis désolé, je le dis maintenant, Rhys James est fini pour le football. Voilà, c'est tout. Ça va être un joueur qui va te faire 15, 20 matchs dans la saison et pas plus parce que le reste de la saison il sera mort. Il sera mort. Là, il nous dit quoi? Oui, c'est une blessure mineure. Il va retomber. C'est sûr qu'il va rechuter à un autre moment. Non, c'est clair. On ne va jamais le laisser tranquille et c'est malheureux, mais clairement, il ne pourra jamais faire une saison complète. Et heureusement qu'on a Malo Gusto qui peut au moins dépanner à droite, faire plus que dépanner même. Ah Mais bah, c'est sûr, clairement. mais c'est sûr que quand tu perds Rhys James, bon, voilà, tu perds quand même à son prime, c'est le meilleur latéral droit au monde, clairement. Donc tu perds ce style de joueur-là. C'est pour ça que je le mets dans inquiétant en fait, parce que ce joueur m'inquiète. C'est clair. Honnêtement, comme tu l'as dit, heureusement qu'on a Gusto. Peut-être que ça libère une place aussi pour Achimpong, qui peut-être ne partira pas Ouais. en prêt. Il sera conservé dans l'effectif si James c'est encore fragile. Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. Rhys James, en fait, on peut pas compter sur lui. Et moi, comme je l'ai dit plusieurs fois sur ma chaîne, l'attribut le plus important d'un footballeur, c'est la disponibilité. Tu peux être le meilleur du monde. Si t'es pas sur le terrain, ça ne sert à rien. Donc, c'est ultra décevant parce que en vrai, dans nos livres, Rhys James, il doit être une légende absolue du club, un joueur à la hauteur d'un Ashley Cole, au moins, tu sais, genre tellement on est sur tout ce type de joueur-là. Donc très très déçu et je comprends que tu mettes dans inquiétant. Moi, je l'ai mis du coup un cran au-dessus. Donc dans encourageant, on va passer sur les encourageants du coup, parce que même si je comprends l'inquiétude sur le physique, dans les matchs, il a été plutôt bon. Défensivement, il a tenu pas mal le coup, même si le système l'a pas mal exposé. On parle souvent du 1 contre 1 de Maresca, de nos ailiers, mais nos latéraux derrière aussi sont aussi en 1 contre 1. Donc c'était compliqué pour ça, mais il a quand même pas mal tenu la baraque. Donc c'est pour ça que sur ça, je le mets dans encourageant. Dans encourageant, toi, tu as combien de joueurs, frérot? Alors du coup, en encourageant, j'ai du coup Chukwemeka, j'ai Madueke, j'ai Tozin, j'ai KDH, Dewsbury Hall, Gusto et Sanchez. Ok. On a pas mal de points communs. Déjà, on va commencer par les bros, la bromance Carnenoni. Carnoni. C'est pour ça que... Ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Ouais. Carnoni, qu'est-ce que tu as pensé de Carnoni? Bah, les deux, en vrai, ça se voit qu'ils sont potes, quoi. Ça se voit qu'ils sont vraiment sahab dans la vraie vie, qu'ils traînent ensemble. Parce que vraiment, genre, sur le terrain, ils se trouvent vraiment les yeux fermés. Genre, vraiment, je pense que tu mets Madueke et Chukwemeka contre 5-6 mecs, ils peuvent quand même te trouver des lignes de passe entre deux. Parce que
trop bien. Et c'est ça qui est fort aussi dans un effectif, dans un groupe, c'est ça qui est bien, c'est d'avoir des joueurs qui se connaissent très bien. Tu vois, des joueurs qui, même à l'entraînement, se trouvent les yeux fermés, donc en match, ils se trouvent aussi les yeux fermés, etc. Et ça débloque des espaces et tout. Non, vraiment, ce genre d'espace-là, ce genre de combo-là, Carnoni, on va l'appeler maintenant, hein, je vais reprendre ton truc. Le Carnoni, c'est un super duo. Et bon, on n'a pas beaucoup vu Chukwuemeka, honnêtement. Mm. Madueke, j'hésite à le mettre en top. Mais Moi bon, aussi. ces deux premiers matchs sont vraiment pas bons. Ils sont vraiment immondes même. Mais à partir de Club America, donc Club America, City, Real, franchement, les trois, il a plutôt bien joué. Donc c'est pour ça que je le mets dans encourageant. Et j'ai vu, par exemple, voilà, je te le dis tout de suite, j'ai eu pas mal de commentaires sous ma vidéo de Pedro Neto me disant que Pedro Neto arrive pour mettre Madueke sur le banc. En gros, ils veulent voir Pedro Neto à droite. Et il y a beaucoup de gens qui, dans la fanbase, ils en ont marre de Madueke et je ne comprends pas pourquoi. Honnêtement, je ne comprends pas la hate contre Madueke, surtout que c'est les mêmes personnes qui sont en train de défendre Modric en même temps. Donc clairement, je me pose des questions. Maintenant, voilà. Madueke, moi personnellement, je vois les matchs, j'ai des yeux. Et pour les gens qui ont des yeux, bah, on peut voir que Madueke, bah, c'est le seul qui provoque, quoi. Et Non, de ouf, parce que Madueke, en fait, les gens, ils doivent. En fait, faut comprendre le football, tout simplement. C'est-à-dire que tu ne demandes pas la même chose à tous les joueurs sur le terrain. C'est simple. Un ailier, l'ailier, c'est le joueur qui va avoir le plus de pertes de balles sur le terrain. C'est logique, parce que l'ailier, surtout dans le système de Maresca, tu lui demandes de provoquer, d'aller en 1 contre 1. Et personne ne fait 80% de dribbles réussis. Donc, évidemment, il faut savoir que rien que si tu tentes plus de 3 dribbles par match, et que tu en réussis 40%, mais c'est un truc de zinzin. C'est un truc de zinzin. C'est vraiment très très bien, genre. Mais 40%, ça veut dire que tu as perdu quand même pas mal de ballons. Mais un ailier qui perd des ballons, c'est pas grave, parce qu'il est haut sur le terrain, il est excentré, il est là pour ça. Parce que les moments où ça va passer, c'est là où tu vas pouvoir tirer les fruits, créer des actions, etc. Et Madueke, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a provoqué dès qu'il a pu. On voit que physiquement, il est puissant, il est monté crescendo par rapport à ça. On voit qu'il peut être dangereux du pied droit et du pied gauche, qui est un gros atout. Il y a beaucoup de joueurs il y a beaucoup d'ailiers qui ne sont pas de leur mauvais pied. Genre, ils reviennent systématiquement sur leur bon pied. Madueke, s'il est forcé de centrer du pied droit, il va le faire. Et ça, c'est une grosse arme, en plus du fait qu'il soit puissant et tout. Donc, non, Madueke, c'était pas parfait. Beaucoup de déchets, notamment vraiment dans la surface de réparation. Mais dans le contexte d'une pré-saison, le fait qu'il ait été volontaire, qu'il ait provoqué, etc., je trouve que c'est vraiment positif. Et en plus, il a une assist, il a marqué. Je sais pas ce que tu veux reprocher au meilleur ailier de la pré-saison côté Chelsea, je pense. clairement, bah, de très loin, hein. De toute façon, après, c'est qui le reste? C'était très facile, mais voilà quoi. Donc, on va continuer. On a d'autres points communs. Il me semble qu'on avait Nkunku et KDH, par exemple. Non, moi, Nkunku, il est encore au-dessus. Ok, donc KDH. Ouais. KDH encourageant, j'hésitais en fait. Ouais, je pense que s'il y avait un truc entre encourageant et inquiétant, je l'aurais mis là. En fait, je le trouve ni encourageant ni inquiétant en fait. Je le trouve assez invisible. Donc en fait, il fait rien de mal, mais il fait rien de très bien non plus. Là, ça passe D là contre Club Américain, mais Mais c'est vrai qu'à dans part le ça, jeu, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai, je suis dans d'accord. le jeu, il est vachement invisible, je trouve. Maintenant, voilà, je pense que ça peut quand même être un joueur de qualité. Mais il va pas falloir s'attendre à sa saison de l'année dernière en Championship où il met, je crois, 12 buts, 14 passes D, un truc comme ça. C'est ça. Ouais, c'est pas le même championnat, clairement. Mais il aura Euh, moins de temps de jeu déjà. Il ne sera pas titulaire. Donc, mais après, c'est une très belle option à avoir sur le banc. Hein. Ça, oui, il n'y a pas de ça souci. je suis d'accord, ça je suis d'accord. Mais sur le terrain, je l'ai pas trouvé incroyable, mais je l'ai pas trouvé nul non plus. En fait, c'est pour ça que j'avais pas trop le placer. Du coup, je l'ai mis encourageant. Ok. Et il me semble que tu avais un joueur en. Tu avais Tozin en encourageant. Il y avait trois joueurs que t'as pas mis visiblement. Parce que Ouais. j'avais Sanchez, Gusto et Tozin. Ok. Donc, Tozin, on commence merde, Tozin. ouais, Tozin, on va passer vite vu que tu en as déjà parlé. Bah, Tozin, je trouve que c'est le meilleur des défenseurs centraux sur la pré-saison, clairement. Niveau même qualité, même avec la balle dans les pieds, je l'ai bien aimé. Sans ballon, ça allait. Je crois qu'il y a un match, je sais plus c'est lequel. Bah, c'est le deuxième, c'est contre le Celtic. Je crois que c'est le seul qui est à peu près bon dans la défense, clairement. Et après, j'ai plus trop de souvenirs des matchs contre City et contre le Real. Clairement, je crois que les matchs étaient trop tard le soir pour que je me souvienne. Ouais, Mais c'était pas fou. C'était pas fou. il était pas ouf. Ça tenait la baraque. Et Mais on allait croire en lui, mais vu qu'il vient d'arriver, je lui donne quand même le bénéfice du je viens de d'accord. débarquer au club, quoi. Donc c'est plutôt encourageant. Et pour Sanchez Gusto, alors Gusto, pourquoi je ne l'ai pas mis plus haut? Parce que Gusto, ça dépendait des matchs en fait. Ça dépendait des matchs, mais en fait, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. On va y revenir après. Même Maresca qui l'a mis à gauche, à droite, latéral gauche, latéral inversé, ailier gauche.
On laisse tomber. J'ai pas trop compris, mais voilà, Gusto pas mal traîné à gauche à droite. J'aime pas trop. On va en reparler après, mais j'aime pas trop son placement sur le terrain. C'est pour ça que je le mets pas en top, parce que je l'ai pas trouvé incroyable. Et Sanchez agréablement surpris, honnêtement. C'est le encourageant plus plus. C'est vraiment le premier que j'ai noté en encourageant. C'est à la limite du top. Vraiment, j'étais vraiment très très surpris par le niveau de Sanchez. Il a fait vraiment pas mal d'arrêts, beaucoup d'arrêts de qualité. Son arrêt contre le Celtic, il est all-time, hein. Je pense qu'on s'en souviendra. Ouais. Vraiment, l'arrêt de malade mental. Le mec a Même arrêté contre un l'América, une frappe qui descend dans la lucarne, là opposé, il vient la sauver et ah, tout. ouais, Non, il il a quand fait. même arrêté un but de PES, David. Il a arrêté un but Ouais. de PES, c'est trop une dinguerie, wesh. Mais en tout cas, voilà, Sanchez, agréablement surpris. Pas non plus en top. On va pas abuser, je trouve qu'il y a encore un cap à avoir. Mais encourageant plus plus, Sanchez. On va passer au top. Il me semble que tu as fait tous tes encourageants, c'est ça? Ouais, c'est bon, j'ai tout fait. Donc, pour reprendre Gusto, par exemple, et Sanchez, les deux, moi, je les ai mis en top, accompagnés de Lavia et Guillou. Donc, normalement, du coup, on va les avoir aussi. Gusto, je trouve que malgré le fait qu'il était baladé un peu partout, justement, il s'est bien débrouillé. À part vraiment quand il était ailier gauche, où là, on lui demandait de centrer pied gauche, bah, à un moment donné, voilà, stop. Non, Mais sinon, quand il a été inversé, je trouve il a vraiment été hyper intéressant, en fait, aux côtés de Lavia, souvent. Il a été hyper intéressant, je trouve. Bien remonté le ballon, et je pense qu'il a pas mal compris aussi le système. Donc, je l'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant. Et du coup, pour finir, donc ouais, Sanchez, comme j'ai dit pour moi, des top arrêts. Au pied, c'était pas incroyable, mais c'était pas mauvais. Donc, je l'ai vraiment trouvé agréablement surpris en fait, parce que je m'attendais à ce qu'il soit éclaté et ouais, non, il a été très bon. Et je finis avec Guillou et Lavia. Guillou et Lavia, bah Guillou, voilà, hein, c'est pareil, c'est la surprise. Donc, on ne ouais. connaissait pas du tout. J'avais vu aucun match de Guillou avant qu'il arrive à Chelsea. J'avais vu peut-être les extraits quand il est rentré là, avec le Barça, qu'il a mis son but et tout. Mais à part ça, j'avais rien vu. Donc, vraiment surpris. Il a du ballon, il est polyvalent, il peut jouer les remises, il peut attaquer les espaces. Son pressing est hyper propre. 18 ans, condition physique de zinzin. Donc, voilà, c'était pas non plus. C'était pas un 9 sur 10 à tous les matchs. Mais compte tenu de mec, il a 18 ans, il arrive à Chelsea, il change de club, de pays, joueur formé à la Masia, j'ai trouvé, ok, franchement, bien joué. Et Lavia, qui est la satisfaction unanime, je pense, côté Blues. Bah écoute, moi en top, on a Lavia, Gouillou comme toi, et on a Nkunku du coup que j'ai mis en top. Alors Nkunku, je l'ai mis en top parce que honnêtement, c'est le choix du cœur. Ça fait plaisir. Je te jure, j'ai trop le smile quand je le vois jouer. 5 Non, matchs sans se blesser. non, j'ai eu trop peur. Oh, le tag de 5 Rudiger. matchs sans se blesser, frère. Non, mais tu sais que le tag de Rudiger, j'ai eu tellement peur. Ah, ça là, ah, ça, il se le mangeait. Ah, ça, il se le mangeait. Non, vraiment, j'ai eu trop peur. Franchement, j'allais insulter Rudiger sur tout son arbre généalogique. Mais ouais, non, Nkunku, incroyable. Franchement, je trouve que balle au pied, à part quand ils l'ont mis en faux neuf, là, je sais plus c'est dans quel match où il l'a mis en faux neuf. Ah, Je sais c'était plus pas ça. ça. Mais à part celui-là, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Genre, dès qu'il a le ballon dans les pieds, il trouve toujours les bons espaces, les bonnes passes, les bons trucs à chaque fois, le bon tempo. Et puis surtout, je pense que moi, s'il y a bien une action que je retiens de Nkunku dans cette pré-saison, Club America, quand il prend le ballon, il vient dribbler 4 joueurs, il met un crochet au gardien. Moi, je suis désolé, mais ça, c'est mon football. Ça, c'est mon football. Donc, voilà. Derrière, c'est Eden, le penalty en plus. C'est Madueke qui tire derrière, mais franchement, c'est pas grave. Mais moi, je l'aurais donné à Nkunku quand même, juste pour l'action. il avait déjà Mais mis un penalty dans ce match-là, c'est pour ça. ouais, ouais, c'est vrai. Mais non, Nkunku, grosse satisfaction pour moi, en vrai de vrai. Surtout quand tu vois que l'année dernière, il n'avait pas enchaîné 2 matchs. C'était difficile. On n'arrivait pas aussi à trouver la bonne position pour lui. Souvent, quand il jouait, il n'était pas dingue. Voilà, faut dire la vérité. J'ai pas mal de souvenirs de matchs de lui où il touche 20 ballons dans le match. Vraiment, c'est dur. Là, je trouve que ça va. Je trouve qu'il est mieux. Je trouve qu'il est affûté. C'est cool. Du coup, ouais, bah après Gouillou Lavia, je suis d'accord avec toi, hein. Gouillou, grosse surprise. Personnellement, je ne l'avais jamais vu jouer non plus. À part du coup l'action, je crois que c'est contre Antwerp, parce que j'ai regardé, je crois, après ma vidéo. Je crois que c'était contre Antwerp. Il rentre, premier ballon, il marque. Je crois au bout de Mm. 30 secondes, un truc comme ça, incroyable. Mais ouais, c'est la seule action que j'ai vue de Gouillou. Le mec arrive, incroyable. Le mec, il est trop fort, frère. Il est là, il part dans la profondeur au bon moment. Il joue dans l'attaque, Ouais. il est fort. C'est trop fou, c'est trop fou. Tu l'as vu la photo, comment c'est un buffle. Ouais, c'est un Ouais, buffle. non, mais sa gestion des espaces, il est hyper Waouh. intelligent dans la lecture des espaces. C'est un truc de fou, ça. Vraiment. Mais tu sais que je pense sincèrement que s'il continue, je pense il peut avoir un style à la Haaland, tu vois, un style bien physique qui part bien dans la profondeur au bon moment, tu vois, ce style de Mais, joueur-là. et techniquement, il est beaucoup plus propre qu'Haaland en Et en plus. plus, c'est ça le truc.
Donc clairement, là, on a une pépite. On a clairement un diamant. Et quand tu sais que ce diamant-là, c'est le joueur qui nous a coûté le moins cher sur les 3 derniers mercatos, voilà, je n'en dirai pas plus. Et moi, c'est ce qui m'inquiète, ça. C'est ce qui m'inquiète. Ouais. Parce que plus un joueur, moins un joueur est cher, plus la plus-value est facile à faire. Et j'ai peur que s'il fasse rien qu'une bonne saison en prêt, là, par exemple, une équipe qui arrive et qui met 35 millions d'euros, je vois pas Chelsea. Ce Chelsea-là, Ouais, je vois pas le retenir. Tu vois. en- Mais en tout cas, oui, le joueur. C'est pour ça que moi, je m'attache même plus au joueur. Tu sais, maintenant, ouais. j'ai compris. Quand je vois que même on a des rumeurs de Madueke qui peut partir, etc., je m'attache même plus aux joueurs. Donc, mais je suis d'accord que, mais sinon, Guillou, ouais, un petit coup de cœur quand même. En vrai, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, il a fait une vidéo quand il arrive à Chelsea où il a dit que son prénom se prononce Guillou. Donc, tu peux dire Guillou, c'est lui-même qui l'a dit. Moi, je dis Gouillou. Moi, je dis Gouillou. Non, parce que l'autre là, tu vois, j'ai oublié quoi. Il dit Broya. Ouais, je sais quoi, Broya. Moi, je dis Broja, frère. Ça bouge. Ah, ça va jamais bouger. C'est mort, frère. Ça va Ah jamais bouger. putain. Donc, moi, ça s'écrit G-U-I-U, Gouillou. Et à un moment, voilà, hein, il faut dire un truc. Non, mais en tout cas, c'était une belle surprise. Et du coup, ouais, donc, tu avais Lavia, donc on a dit unanime, je pense, là-dessus. Lavia, ouais. Bah, Lavia top 1, hein. Top 1 de la pré-saison, clairement. Là, contre Wrexham, c'est un des meilleurs sur le terrain, malgré le marasme. Franchement, je pense que c'est le bon mot. Contre le Celtic, encore une fois, c'est un des meilleurs aussi, malgré le déficit de qualité qu'on avait à toutes les lignes. Et même si devant, ça allait. Et après, bon, bah, Club America, City, rien à dire, patron. Clairement, il a gagné beaucoup de points. Il a marqué beaucoup, beaucoup de points dans cette pré-saison. On va finir cette tier list, enfin, ce bilan de la pré-saison avec un avis global de Bilal sur Maresca, savoir s'il rejoint mon avis ou pas. Qu'est-ce que tu as pensé de son entrée en matière, sans forcément le comparer à Pochettino, parce que bon, voilà, c'est le passé, même si au début, on est encore dans la pré-saison, c'est tentant de faire la comparaison, notamment la condition physique des joueurs, on voit que c'est pas la même. Mais donc, ce qu'il a décidé d'implémenter tactiquement, ses réactions, les joueurs qu'il a choisi de donner plus de temps de jeu, ceux à qui il en a donné moins. Comment tu juges ses choix au niveau du management globalement? Tu peux t'exprimer. C'est dur en fait, c'est dur parce que vu qu'il vient d'arriver, il faut lui laisser le temps quand même de mettre en place tout ce qu'il veut mettre en place. Surtout que bah, c'est totalement un style différent de celui de Poch l'année dernière, donc forcément ça prend du temps à mettre en place. Honnêtement, je pense que, voilà, je vais donner un avis clair. Pour moi, de base, on n'aurait pas dû aller sur Maresca. Je pense que, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi à la base, j'étais pour garder Pochettino parce que la continuité, pas forcément par rapport au résultat, mais par rapport à la continuité. Euh, Chelsea ne connaît pas la continuité visiblement, donc du coup il part chercher un nouveau coach. Maresca, c'est un style de jeu totalement différent, mais pour ça, il faut qu'il ait l'effectif. Il faut qu'il ait l'effectif de pouvoir mettre ce qu'il veut en place. Là, honnêtement, son système, je comprends. Je comprends là où il veut en venir, je comprends son système. On voit des trucs aussi dans les matchs, on va pas se mentir. On voit des fois la petite patte Maresca, le jeu en une touche qui progresse. On l'a vu plusieurs fois dans la pré-saison, c'est très intéressant. Maintenant, l'effectif, je trouve, n'est pas, comment dire, n'est pas le bon effectif pour pouvoir mettre en place ce style de jeu-là. Parce qu'aujourd'hui, tu veux mettre un latéral inversé quand tu as une blinde de milieu de terrain. Donc, clairement, tu as des milieux de terrain qui vont aller se faire foutre, clairement. André Santos, on lui a dit Salam à toi, tu retournes à Strasbourg. Voilà, Hugo Choukou, ça va être pareil. Et clairement, en fait, il n'y a même pas de possibilité pour les jeunes milieux de terrain d'avoir du temps de jeu. Parce que même les milieux de terrain titulaires, on ne sait même pas comment ils auront du temps de jeu avec le latéral inversé. Je ne sais pas. Je ne comprends pas le système. À la limite, offensivement, ça te permet d'avoir beaucoup plus de joueurs offensifs sur le terrain. Ça te permet d'avoir Nkunku, Palmer, probablement Neto à gauche, Madueke et Jackson ou un autre neuf devant. C'est quand même intéressant. On va pas se mentir, sur le papier, ça fait rêver d'avoir ces cinq-là dans la même compo, clairement. Mais la compo est beaucoup trop déséquilibrée pour moi. C'est une compo qui est très bien en Championship, beaucoup moins en PL, où le pressing est plus haut, où bien sûr il y a un peu moins d'intensité, je trouve. Je trouve que l'intensité en Championship est très sous-cotée, l'intensité en Championship elle est un peu plus élevée, je trouve, mais c'est pas la même intensité. C'est pas une intensité de pressing, quoi. C'est vraiment, c'est juste dur sur l'homme, quoi. Mais clairement en PL, je sens qu'on va se faire manger. On va se faire manger et ça me fait un peu peur parce que ça me fait un peu penser au Brighton de De Zerbi deuxième saison. Le De Zerbi qui veut vraiment rester dans son truc à lui alors qu'il n'a plus vraiment l'effectif pour ça. Voilà, clairement, S'adapter, c'est vraiment une qualité de coach qui est très sous-estimée. Hein. Il y a des coachs, quand tu vois par exemple Ancelotti, qui a su évoluer au fil des années. Ces années de Milan, c'était du 4-4-2, Losange, qu'il a gardé pendant très très longtemps.
il est arrivé à Chelsea 4-3-3, etc. Après, maintenant, tu vois, il a évolué. Il s'adapte par rapport aux joueurs qu'il a, en fait. Et bon, après, Maresca arrive et je peux comprendre qu'il veut d'abord essayer de faire son système. Mais bon, il aurait pu aussi essayer de mettre directement un système qui s'adapte le mieux à l'effectif. Maintenant, on va voir si ça va prendre ou pas. On va voir si ça va prendre. Évidemment, il faut encore laisser le temps. Moi, j'ai dit, personnellement, dans le groupe, on était ensemble, j'ai dit que déjà, j'attends le fin du mois d'août. Donc, on commence la saison, il me semble, avec City, Palace et les Wolves. Ouais, je crois que c'est City, Wolves, Palace. C'est ça. Et on a aussi les 2 matchs de Conference League. Donc, après ces 5 matchs-là, il va y avoir une trêve internationale. Et là, on commencera à donner vraiment des vrais avis où là, vraiment, on va dire, bon, ce qui va pas, etc. Est-ce qu'il a tort de faire ça? Est-ce qu'il est compétent? Nanana. Pour l'instant, voilà, on émet plus des sentiments, voilà, sur des feelings par rapport à ce qu'on a vu. Voilà, vous avez vu, du coup, en début de vidéo, mon avis. Vous avez l'avis de Bilal. Peut-être que tu veux terminer, rajouter encore des choses que tu as encore à dire. Voilà, si je dois donner mon feeling là tout de suite, je pense qu'on va droit dans le mur. Pas de conclusion hâtive, évidemment, mais Mais c'est un sentiment. je pense que d'ici fin août, on aura déjà une idée, parce que honnêtement, les trois équipes qu'on joue, je suis pas sûr qu'on puisse gagner un des 3 matchs avec Ça joue. le niveau de jeu qu'on a depuis le début de la pré-saison. On parle du Palace de Glasner qui a fini la saison en balle l'année dernière, même s'ils ont plus Olysée. Oui, monsieur. La saison en balle. Ils ont fait un mercato de fou. T'as Manchester City, bon, à la revoyure, on sait très bien comment ça va finir. Et Wolverhampton, c'est une équipe qui nous a tapé 2 fois l'année dernière chez eux, chez nous. Ils nous ont mis 4 buts à chaque fois. Voilà. Clairement, j'ai aucune confiance. Aucune. Même les matchs de conférence, je me dis à tout moment, on se fait froisser par Servette ou Braga. Et ça me fait très peur. Ça me fait très peur. Parce que contre ce genre d'équipe-là, justement, on va vouloir jouer haut. Ça va laisser beaucoup d'espace dans notre dos. À tout moment, ça part en transition, ça part en contre. Et clairement, ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc, on va attendre de voir, clairement. On va attendre de voir fin août, comme tu l'as dit. Après la trêve, on va voir s'il change ou pas. Ça se trouve, ça va très bien marcher. Auquel cas, hands up, c'est moi qui me suis trompé. Mais si ça marche pas, faut qu'il change vite. Faut qu'il change vite parce que sinon, ça va être très difficile. Yes, donc le mood, il n'est pas forcément très optimiste, mais on est Non. encore dans l'attente, évidemment, de voir comment ça va se goupiller sur les premiers matchs importants qui vont arriver. Et déjà, peut-être qu'on fera peut-être que le débrief de l'Inter sera déjà sorti sur ma chaîne ou sur la chaîne de Bilal. On ne sait pas encore tous les deux si on va le faire, donc on verra bien si on a le temps. Mais en tout cas, merci beaucoup, Bilal, d'être passé sur la chaîne. Toujours un plaisir, c'était très plaisant, même si on n'a pas analysé des choses qui sont forcément très hypantes. Mais c'était cool d'avoir ton avis là-dessus. On se retrouvera, je pense, sur la chaîne, moi sur la tienne, toi sur la mienne, au fil de la saison. Les amis, allez suivre le frérot sur la chaîne Football Garden, ça fait toujours plaisir. Merci de liker cette vidéo-là aussi, c'est très important pour le référencement. À très bientôt sur French PL. Ciao, ciao les gars. Salut à tous.